Bonjour, donc il est 15 heures, donc je pense qu'on va pouvoir lancer l'intervention d'aujourd'hui. A priori, vous m'entendez bien. L'intervention d'aujourd'hui sur comment faire du déchet un levier de croissance durable et responsable. Donc moi, je suis Brieux Charrier, je suis directeur développement chez Imagreen. Imagreen, cabinet de conseil en transition environnementale, sociale et économique. Et l'idée, c'est qu'on puisse accompagner les acteurs sur la bonne transition, à la fois économique et avec les aspects environnementaux qui vont autour. L'idée, en fait, c'est de faire intervenir aujourd'hui Boris et Aymeric en tant que témoins sur ces sujets-là, notamment l'usage des coproduits qui sont émis et qui peuvent être, du moins, considérés comme des déchets dans les processus industriels et les processus de pose qu'on peut imaginer, quels que soient les services ou les produits. Donc, pour être exhaustif sur les différents mandats de Boris, Boris Wolzel est directeur général de Laval, qui est une société d'aménagement d'espaces intérieurs pour les professionnels, et il est également fondateur de Loop, qui est une solution de réemploi des chutes de moquettes. Et Aymeric Salmon est directeur du conseil stratégique chez Imagreen et expert en industrie textile. Donc je vais commencer tout de go en demandant à Boris de nous présenter un petit peu plus l'entreprise de Laval, avant de rentrer dans Loop, dont on va parler juste après. Ok, bonjour à tous, merci Brieux. Donc je me présente, Boris Wolzel, donc effectivement le directeur général d'une entreprise francilienne basée à Courbevoie, une PME familiale d'une petite quarantaine de personnes qui travaille dans tout ce qui est aménagement d'espaces tertiaires, donc en Île-de-France principalement. Donc une petite quarantaine de personnes, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et un métier historique qui est la fourniture et la pose de revêtements de sol souples pour nos clients. Donc on a deux types de clients, les grandes entreprises générales, les Vinci, Bouygues, Eiffage, Faya, pour qui on travaille en sous-traitance sur des projets d'envergure, donc qui vont être de 10 000 à 80 000, 100 000 mètres carrés de pose de moquettes. Et ensuite des clients grands comptes avec des grands patrimoines fonciers sur lesquels on va pouvoir les accompagner sur des projets, on va dire, plus globaux, en tout corps d'état, donc de l'aménagement global. Et donc il y a maintenant une petite année avec mes équipes, on a lancé un nouveau concept qui est en fait la récupération des chutes de pose de moquettes qu'on a appelé en fait l'éco-concept Loop, donc Loop pour le côté circulaire. Merci Boris. Je vous montre quelques petits exemples qu'on va pouvoir scroller au fur et à mesure. En termes de grands chiffres entre les espaces publics et espaces privés, de quelle volumétrie est-ce qu'on parle quand on parle de moquette qui est au cœur du business de Loop ? Alors en fait le business de la dalle textile, celle que vous retrouvez dans 99% des bureaux en France, chaque année on pose environ, la filière du revêtement de sol va poser 6 millions de mètres carrés de dalles textiles, ce qui va représenter 24 000 tonnes de matière et plus de 30 000 tonnes de CO2 dépensées pour cette partie. De notre côté, on va poser en moyenne entre 300 à 400 000 mètres carrés par an. Donc on est un des acteurs, on va dire, importants de cette filière. Et ce qu'il faut voir, c'est que cette filière génère automatiquement en fait du déchet, ce qu'on appelle la chute de pose, c'est-à-dire que lorsque vous allez faire les aménagements en moquette de vos bureaux, vous avez toujours des morceaux de dalle que l'on ne repositionne pas, donc ce qu'on appelle de la chute. Et ce volume-là, au niveau national, c'est plus de 420 000 mètres carrés de moquettes qui partent à la benne. Donc c'est de la matière neuve qui part à la benne directement. Donc c'est juste énorme. C'est 30 000 tonnes de CO2 qui sont émis pour rien, puisqu'en fait on prend de la matière neuve qu'on rejette direct. Donc on a pris ce problème à bras le corps chez De Laval et on a monté ce concept Loop. Merci.
Aymeric, pour rebondir, quand on parle moquette et qu'on parle textile, on pense aussi au textile vestimentaire. Toi, de ton retour d'expérience, comment tu vois justement le retour d'expérience sur ces fameux t-shirts qu'on estime pouvoir retourner dans des enseignes et qui sont recyclés, qui sont peut-être pas tant recyclables que ça? Merci Brio, bonjour à toutes et tous. Oui, le sujet du recyclage et de la fin de vie dans le textile, c'est un sujet extrêmement complexe et qui évolue beaucoup en ce moment. Alors d'abord, ce qui convient de rappeler, c'est que en termes d'impact, le recyclage doit être l'étape ultime de l'optimisation de la vie d'un produit. Il convient d'abord de réduire le plus possible la production, d'optimiser celle-ci et de limiter les chutes et les déchets. Ensuite, de travailler des solutions d'upcycling comme le fait Loop, c'est-à-dire retravailler sur les bases de produits finis avant d'envisager du recyclage. Dans le cadre de la moquette, on en parlait tout à l'heure avec Boris, il y a deux sujets sur le recyclage. Le premier qui consiste à pouvoir séparer sur une dalle ce qu'on va appeler le dossier qui est en bitume de la fibre textile qui est au-dessus. Et à partir du moment où on a cette fibre, on va rentrer dans des problématiques qui vont être comparables avec celles du secteur textile habillement sur le recyclage. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le recyclage dans le textile a toujours existé historiquement, du recyclage mécanique, des chutes de production, de filature, de tissage, de confection, et que celles-ci étaient historiquement intégrées dans des très faibles proportions dans les matières neuves, et que depuis que c'est intéressant de valoriser du recyclé, maintenant elles sont mises en plus forte proportion dans moins de pièces finales et vendues comme du recycleur, qu'avant elles étaient vendues comme du neuf. Mais par rapport aux objectifs qu'on a de réduire la consommation, ça ne change rien par rapport aux objectifs des accords de Paris. Donc il faut aller plus loin dans le recyclage. Et là, on se confronte à différentes problématiques de maturité des technologies. Le recyclage mécanique qui est ancestral et qui a suivi les filières de production lors des grandes délocalisations textiles a des problèmes pour séparer les mélanges de matières, pour retrouver des propriétés mécaniques parce qu'on raccourcit les fibres et pour séparer les différentes teintures. Il y a beaucoup de pistes plus prometteuses pour résoudre ces sujets-là avec le recyclage chimique. On en entend de plus en plus parler, il y a énormément de moyens qui sont mis là-dessus. Aujourd'hui, c'est plutôt dans des échelles de laboratoire et on commence à espérer pouvoir obtenir ça à l'échelle industrielle. Donc, on comprend bien que le recyclage étant loin d'être mature et une panacée ou la solution magique, il convient de travailler d'autres solutions plus en amont, comme celle de Loop notamment. Merci Aymeric. Boris, pour rebondir, je reprends mes petites notes parce qu'il y a un petit peu de quanti. Quand on parlait de volume, on compte 1700 tonnes de chutes de moquettes après pose. Donc si on trouve le moyen de les réemployer, on fait un calcul où on peut économiser environ 2000 tonnes de CO2 tous les ans. Et toi, du coup, compte tenu des contraintes techniques de recyclage, comment est-ce que tu peux les réemployer? De quelle manière? Alors en fait, on a monté un concept en se disant on doit pouvoir récupérer cette matière neuve et ne surtout pas la retraiter d'un point de vue chimique, industriel, de façon lourde. C'est-à-dire que la matière est neuve, on a juste trouvé un système pour la recalibrer, donc c'est ce que vous voyez en fait sur les images. Donc sur votre gauche, vous avez en fait la récupération des chutes de moquettes. Alors ça, c'est vraiment la genèse vraiment de Loop, puisque j'avais demandé en fait à l'ensemble de nos poseurs de ramener en fait de nos chantiers les chutes de pose. Donc ce que vous voyez à gauche. Et ensuite, on en a fait en fait tout simplement en fait des lames de moquette. Donc on a en fait aujourd'hui calibré le système sur des lames, donc il n'y a pas d'intervention industrielle lourde. La production de carbone pour cette transformation est extrêmement faible. Donc on est vraiment sur quelque chose de hyper performant en termes de retraitement, avec un niveau de qualité de la matière initiale qui est préservé. Donc on a une matière neuve et une matière qui est techniquement toujours aussi performante qu'à l'initiale. Donc ça c'est le premier sujet. Et donc on parlait de quantité, tu parlais de 2000 tonnes de carbone donc émises pour rien. Donc ça représente aujourd'hui, on a une capacité à récupérer, si on pouvait en tout cas Loop récupérer l'intégralité de cette matière, on pourrait réemployer 350 000 m² de revêtement de sol. Donc 350 000 m², c'est 8 grosses tours d'immeubles tertiaires.
Donc on a vraiment un potentiel énorme en termes de réemploi et avec surtout une performance carbone qui est extrêmement bonne pour nos clients. Et justement, parlant des clients, quel accueil est-ce qu'ils font à l'innovation Loop qui est encore assez récente ? On a déjà été primé à plusieurs reprises. On a reçu déjà 2 prix. On a été finaliste aussi sur le Forum des éco-entreprises l'an dernier. Alors c'était assez nouveau pour nous, parce que nous, on n'est pas du tout un industriel du recyclage. On est une entreprise de travaux, entre guillemets. On fait de l'aménagement d'espaces tertiaires, on casse des murs, on en remonte, on fait des faux plafonds, on pose de la moquette, et on s'est lancé en fait dans cette solution parce qu'on a des engagements RSE qui sont très forts, qui sont aussi les engagements de nos clients, qui nous contraignent de plus en plus sur comment trouver des solutions performantes en termes de carbone. Et donc en fait c'est grâce à ça en fait qu'on a sorti ce concept. Et Aymeric, pour rebondir, merci Boris, en retour d'expérience par rapport aux autres clients qu'on accompagne chez Imagreen, et notamment ceux pour lesquels la production de biens est fortement carbonée, qu'est-ce que ça t'inspire justement ? Alors, la question qu'on pouvait se poser, c'est de dire est-ce que pour un acteur comme les clients de Loop, de Laval, qui ont des grands sièges de bureaux mais ont une activité cœur de métier qui est fortement émettrice, est-ce que finalement cette solution c'est pas une goutte d'eau dans l'océan par rapport à l'ensemble des sujets qu'ils ont à traiter ? Évidemment, tous les grands acteurs ont à faire des transformations extrêmement profondes de leur cœur de métier, de la façon dont ils travaillent, de leur logique, de leur modèle économique. Cependant, ce qu'on constate aussi pour accompagner beaucoup d'entreprises dans la transformation, c'est qu'il est fondamental de pouvoir aligner les collaborateurs qui sont eux aussi citoyens et qui ont besoin de plus en plus de voir que leur entreprise fait des arbitrages qui sont cohérents avec ceux que eux-mêmes font chez eux à la maison. Et donc, le fait d'utiliser dans les bureaux ce genre de solution qui se voit tous les jours, qui montre qu'un effort est fait, qu'il y a eu une prise de conscience, qu'on a fait quelque chose de différent, qu'on a pris du temps, qu'on a éventuellement mis un petit peu d'argent, ça c'est à voir, pour le faire mieux, c'est hyper important, surtout sur ce genre de lieux qui sont souvent des sièges centraux de grandes entreprises dans lesquelles il y a des personnes qui sont rarement au contact des actions que fait l'entreprise sur la transformation de son cœur de métier, qui peuvent se faire dans les usines avec les process, dans les magasins pour les réseaux de distribution, etc. Et donc, il faut des choses visibles. Il n'y a pas que ça, il y a les plans de mobilité, c'est ce qu'on va appeler la RSE, nous, de structure par rapport à la RSE de cœur de métier. Il y a aussi les plans de mobilité, les solutions d'alimentation, la gestion des déchets, plein d'autres choses. Mais on voit qu'au quotidien, ça permet d'entraîner les collaborateurs. Le danger étant, évidemment, c'est quelque chose qui est nécessaire, pas suffisant pour réussir sa transformation, puisque si on ne fait que ça et qu'on ne touche pas assez fort à son cœur de métier, là on risque de tomber dans un écueil d'une perception de type greenwashing qui là est fortement contre-productive. Alors je veux bien reprendre un peu après la main, parce qu'effectivement, concernant on va dire le retour de nos clients, on a aujourd'hui, on a lancé le projet en septembre, on a commencé à en parler, on en a parlé avec un de nos premiers clients qui est le ministère de l'économie et des finances, pour qui on traite en fait leur patrimoine foncier. Donc c'est 500 000 m² de patrimoine en Ile-de-France où on pose et on renouvelle 40 000 m² de moquettes chaque année, et donc on génère du déchet. Et donc c'est de là qu'est partie vraiment cette idée-là, et on a été vraiment sponsorisé par le ministère. Depuis vraiment le processus industriel est monté, nos clients nous accompagnent, on a posé plus de 2000 m² de cette solution Loop, donc plutôt dans de l'habillage décoratif, donc on est plutôt sur un produit sur mesure, qualitatif, qu'on va retrouver dans les salles de réunion, dans des espaces de détente, etc. Donc on apporte en plus de la valeur ajoutée en termes de qualité. Et c'est vrai que là aujourd'hui on travaille aussi sur l'ACV en fait de ce produit, donc l'analyse du cycle de vie d'un produit, et c'est vrai qu'on pense qu'à partir du moment où on aura aussi cet élément-là, on aura, on va dire, une accélération de la commercialisation de ce produit. Merci à vous deux. Petite question pour toi, Aymeric, aussi pour rebondir sur
comment est-ce que tu vois les choses à l'échelle des filières de collecte, notamment ce qu'on appelle les filières REP? Merci Brieux. Alors, pour les filières REP, il y a d'abord des enjeux qui sont assez globaux. Le premier, c'est comment est-ce que ces filières réussissent à concilier les intérêts de leurs acteurs historiques, qui sont plutôt des acteurs du traitement du déchet, avec maintenant l'arrivée d'acteurs du réemploi. On comprend bien comment un modèle qui était historiquement production de masse, gestion de déchets, et qui doit passer à production raisonnée, réemploi, et le moins de déchets possible peut venir perturber un écosystème. Et donc, c'est un des premiers enjeux des filières REP de se réorganiser pour respecter les intérêts de tous les acteurs. Le deuxième, il est de gérer des parcours matières. Aujourd'hui, les filières sont plutôt structurées par secteur d'activité. Or, la circularité, elle touche les matières. On voit l'exemple, les dalles, avant des solutions comme Loop, elles pouvaient être réutilisées, par exemple, dans le monde de l'automobile. Bon, l'automobile, c'est pas la même filière REP que Ecomaison, enfin que l'univers de la maison, et c'est pas la même que la filière REP du textile, alors qu'on a des matières qui sont comme nous. Ça, c'est un deuxième enjeu. Là, je parle d'enjeux plus globaux. Ensuite, le sujet plus spécifique pour des projets comme Loop, c'est effectivement et le sujet, il est plutôt simple intellectuellement, c'est-à-dire qu'on parle du réemploi d'un même produit dans la même filière pour le même usage. Et déjà, il y a tout un tas de complexités pratiques, opérationnelles dans la gestion de la collecte et des appels d'offres. Mais ça, je pense que je vais laisser Boris en parler plus en détail. Oui, merci. Effectivement, on a vu que les clients aujourd'hui ont vraiment cette volonté de s'inscrire dans le réemploi de produits. Donc nous, on propose du réemploi de produits neufs, donc c'est encore autre chose. Donc, et avec une solution extrêmement simple, on collecte l'intégralité de la matière, on la recalibre, on la référence, et ensuite on propose en fait des habillages pour les réinjecter. Donc c'est vrai qu'en termes d'industrie, c'est vraiment extrêmement simple. Pour tout vous dire, nous on a juste poussé les murs de notre dépôt et donc on a fait l'acquisition d'un nouveau dépôt, mais qui n'a rien à voir avec un site industriel. C'est-à-dire qu'en fait, on a juste des personnes qui sont d'ailleurs issues de l'insertion, parce que c'était aussi un sujet qui était important pour nous, d'avoir de l'économie circulaire, mais aussi un volet solidaire en fait sur ce système-là, mais avec des coûts de structure en termes de capex qui sont extrêmement faibles. J'ai pas de chimiste, j'ai pas d'ingénieur, j'ai pas de tout ça. J'ai plutôt des personnes qui sont là pour récupérer de la matière. Et quelque part, et d'ailleurs c'est un petit scoop, j'en avais jamais parlé à Imagreen, mais en fait, lorsque j'ai pensé au processus Loop, j'ai pensé au processus de récupération de la collecte de vêtements qui était fait par Relais. Et en fait, je me suis dit, bah voilà, c'est simple, on va faire aussi simple qu'eux. Ils récupèrent en fait l'ensemble des t-shirts et toutes les fringues possibles et imaginables. Ils ont un centre de collecte, un centre de tri, et ça met le t-shirt à droite, le jean à gauche, etc., etc. Et en fait, je me suis dit, on va faire exactement la même chose avec la moquette, sauf que nous, on va juste la recouper pour qu'elle puisse être réemployée. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement simple vraiment à mettre en place aujourd'hui et qui est facilement duplicable, parce que c'est l'objectif aussi, c'est qu'on puisse apporter cette solution circulaire au plus proche de nos clients, donc monter un entrepôt à Nantes, à Lille, à Lyon, etc., à Marseille, pour que l'ensemble des entreprises puissent profiter de façon circulaire et même en local de la solution. Je remettais un petit exemple pour ceux qui sont arrivés entre-temps, pour qu'ils voient à quoi ça ressemble. Pour reparler quantité, et puis pour se faire un peu l'avocat du diable, c'est vrai qu'on voit que le modèle est assez vertueux, mais il est quand même assez dépendant d'un existant et d'une production qui, elle, est pas neutre. Donc, pour reprendre un petit peu de quanti, on voit que pour réutiliser tous les ans 400 000 mètres carrés de chute issues de la pose de moquette, il faut produire 24 000 tonnes de moquettes neuves, dont l'impact environnemental est forcément assez important. Donc je voulais commencer par avoir ton avis, Aymeric, sur la viabilité du réemploi des chutes de moquettes. Bon, le diable a des bons avocats. C'est effectivement une bonne remarque. On comprend bien. Pour avoir de la moquette à réutiliser, il faut refaire de la moquette neuve. Et donc, on n'a pas résolu tout le problème. Bon, déjà, dans la transition, nous, on accompagne des acteurs à différents niveaux de la filière. Chacun doit faire au mieux au niveau où il est dans la filière, d'une part. Donc là, au niveau où vous êtes,
vous jouez une partie de votre rôle. Évidemment, si on prend le sujet d'une manière plus globale, il y a plusieurs leviers à l'échelle de l'écosystème. Déjà, produire des quantités plus justes pour éviter le surstock. On a quand même de plus en plus de la visibilité sur les chantiers à long terme et donc à travailler sur les solutions de production à la demande plus proche de la demande. Comme pour toute industrie, rajouter un travail sur l'éco-conception des produits, repenser les matières qu'on utilise, repenser leur durabilité, anticiper le recyclage lors de la conception. Ensuite, retravailler tous les process de production pour réinjecter le plus haut possible dans la chaîne toutes les diverses chutes. Travailler l'upcycling, on l'a vu, alors c'est une forme, celle que fait Loop, mais on pourrait en imaginer d'autres. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est beaucoup d'injonctions et que ça peut sonner un petit peu comme du yaka faucon. On a dit, voilà, toutes ces solutions qui sont sur le papier, on voit beaucoup de monde qui se heurte à des difficultés techniques et économiques pour le faire. Néanmoins, la conviction qu'on a et ce qu'on constate de plus en plus, c'est que les nouveaux enjeux de la transition ouvrent un nouveau terrain de jeu également en termes de R&D notamment. Alors sans tomber dans une espèce de technosolutionnisme BA qui nous dirait qu'on va trouver des solutions pour tout changer. Néanmoins, il y a des nouveaux espaces qui s'ouvrent en termes de modèles économiques. On voit que des produits ou des solutions qui n'intéressaient personne parce qu'on n'était que sur du prix, on n'était pas sûr de l'environnement, recommencent à trouver des financements et qu'on invente des nouvelles choses. Donc il y a un terrain de jeu là-dessus. Et de toute manière, le plus important pour les entreprises là-dessus, face à tous ces écueils, c'est de réussir à trouver le bon rythme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas partir trop vite, trop tôt, trop gros sur des nouvelles solutions sur lesquelles un marché ne serait pas encore mature en termes de perception visuelle ou technique ou économique. Et en même temps, parce qu'on mettrait en danger son entreprise, et c'est le critère numéro 1 d'un décideur, et en même temps, on ne peut pas prendre le risque de ne pas chercher à innover en permanence ou de tenter des nouvelles choses, auquel cas on risquerait de partir trop peu, trop tard, et on mettrait tout autant en danger son entreprise. Mais en plus de ça, la société, puisqu'on est tous au courant, et vous voyez encore le temps qu'il fait dehors, de l'enjeu civilisationnel qu'on a tous à affronter. Et merci Aymeric. Pour rebondir, Boris, toi, quel levier tu identifies pour faire avancer les pratiques du secteur à l'échelle de Delaval et à fortiori de l'expérimentation Loop ? Alors à notre échelle, en fait, on est dépendant malgré tout de deux acteurs, des fabricants, des industriels, et aussi de nos clients. Donc aujourd'hui, l'impact, on l'attend surtout vis-à-vis de nos clients entreprises. Et en fait, on le voit bien aujourd'hui, ils nous incitent de plus en plus à être de plus en plus vertueux, donc trouver des solutions de production locale, des productions bas carbone, etc. Donc il y a une volonté de nous engager dans cette voie-là. Et ensuite, il y a les industriels. Donc les industriels que nous on pousse avec nos petits bras de PME, mais qui entendent le message et qui travaillent justement sur de l'éco-conception, sur trouver des filières plus vertueuses. Donc il y a vraiment un mouvement qui se met en place. Et après, côté Delaval et côté Loop, on accompagne aussi nos clients en disant les architectes, les économistes, on peut vous accompagner aussi dans ce système-là, en inscrivant directement dans les cahiers des charges en fait des projets architecturaux le fait d'avoir, par exemple sur du tertiaire, lorsqu'on a de la dalle textile, le fait d'inscrire que on doit avoir 0% de déchets et donc on doit collecter l'ensemble de ces chutes de pose. Donc ça, on a écrit des lignes de CCTP qu'on diffuse aujourd'hui à des architectes, des économistes, pour qu'on puisse influer directement. Et ensuite, il y a donc ça c'est pour la partie récupération, la partie collecte. Et puis après, on peut aussi agir directement sur les projets en disant dans votre projet architectural, vous devez aussi poser un minimum de X% de matière donc neuve, mais qui devait être un déchet. Donc on a travaillé aussi sur cette partie-là. On fait beaucoup de prescriptions pour sensibiliser les clients et nos acteurs. On travaille aussi sur l'ACV pour certifier que ce produit est bas carbone. Donc on est vraiment dans une volonté d'engager ces clients à notre niveau, mais je pense qu'aujourd'hui le marché il est mature.
On parle beaucoup de réemploi, de solutions de recyclage, d'upcycling, etc. Et donc on arrive, je pense, effectivement au bon moment. On n'arrive pas trop fort, on arrive, je pense, plutôt pas mal. Et le marché est mature. Et ce qu'on voulait surtout nous apporter, un élément différenciant de ce qu'on voulait apporter avec cette solution de réemploi, c'était on voulait apporter quelque chose qui ne soit pas déceptif. On l'a vu beaucoup dans le réemploi de moquettes d'occasion, parce qu'on en fait aussi, on réemploie de la moquette d'occasion. On a toujours un aspect un peu déceptif. La moquette, elle est datée, donc elle n'a pas la même couleur, les dalles sont pas les mêmes. Là, on apporte quelque chose de très qualitatif. Donc on fait du sur-mesure, on fait de la pièce unique, et donc on apporte vraiment la touche, en tout cas j'espère, que vous apprécierez la touche vraiment décorative qu'on apporte avec ces revêtements de sol. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et sur lequel moi j'aimerais bien conclure, qui est un sujet plus profond, plus culturel, parce que quand on regarde un petit peu les diverses solutions, ça vient réinterroger aussi les perceptions qu'on a, nous, du beau, de l'utile. Et on le voit bien que dans d'autres filières, il y a des grands changements qui sont en train de faire. On a moins de jardins à la française et plus de jardins forêts. On va devoir commencer à mettre des vêtements chinés plutôt que des vêtements unis parce que ça facilitera le recyclage. On utilise de plus en plus de matériel reconditionné qui peut avoir des rayures, qui peut avoir des taches, des trous, un petit peu de vécu. Et si on est capable de réinterroger ce qu'on projette sur le beau, l'utile, voire le fun, ça peut nous permettre aussi de mettre en place des solutions qui soient plus vertueuses. Et ça, c'est vraiment pas à négliger si on veut réussir tous ensemble cette transition. Oui. C'est vrai qu'en fait, chez Delaval, on a aussi travaillé sur l'aménagement responsable. C'est-à-dire qu'en fait, on incite nos clients sur des concepts d'aménagement, de travailler sur du réemploi de moquettes d'occasion, alors sur des zones plus ou moins nobles, sur de la matière neuve bien entendu, sur des solutions de récupération de chute, mais après on les incite aussi à travailler sur du réemploi de mobilier. Aujourd'hui il y a des acteurs qui sont là, sans parler de mobilier de recyclé, vraiment du réemploi de mobilier qui est retraité. On a aussi la filière de l'informatique. Aujourd'hui, on achète tous, on a la capacité d'acheter un iPhone d'occasion, back market, etc. Et c'est vrai que cette culture, on va dire, du particulier, elle s'inscrit aujourd'hui dans les entreprises. Donc on a de l'informatique aussi de seconde main qui rentre en fait dans les entreprises. Donc je pense que c'est toutes ces actions mises bout à bout qui font qu'au final, effectivement, on arrive à être une plus grosse goutte dans l'océan, tous ensemble. Merci à vous deux. Est-ce que dans l'assistance, il y a des questions qui veulent profiter de notre panel sur scène? Je peux faire passer le micro après, je peux venir vers vous. J'ai même un autre micro d'ailleurs. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai juste une petite question. Je voulais savoir si vous reprenez aujourd'hui seulement les chutes de moquettes de vos clients ou si ça s'ouvrait à d'autres chutes de moquettes. Alors en fait, ça c'est tout l'enjeu de Loop. C'est qu'en fait, alors aujourd'hui, Delaval a été porté Delaval a porté le projet Loop. On est en train en fait de laisser partir Loop vivre sa vie indépendamment, puisqu'en fait je fais partie de la filière et en fait mes confrères et néanmoins concurrents ne souhaitent pas m'offrir leur chute de pause. Donc on est en train de détacher en fait ce système-là, enfin Loop, pour qu'en fait ça soit les éco-organismes qui puissent être en fait notre gisement. C'est-à-dire qu'en fait l'ensemble des éco-organismes, Écomaison, Valdelia, Valobat, on discute avec eux pour qu'on puisse venir collecter en fait cette matière. Et ça a déjà démarré, alors pas sur la chute de moquettes, mais avec Valdelia, on a déjà récupéré plus de 1500 mètres carrés de moquettes neuves. Donc là, c'était vraiment de la moquette neuve, du stock de moquettes neuves qui devait partir à la benne. Un confrère en fait qui stockait et qui en pouvait plus d'en stocker, et qui souhaitait jeter cette matière, donc on la récupère pour la réemployer. Donc aujourd'hui, on récupère les chutes de Laval, mais demain, l'objectif, c'est de récupérer l'ensemble de la filière, enfin les chutes de l'ensemble de la filière. Ok, merci. Et pour qu'on puisse y arriver, il faut qu'on inscrive dans les CCTP de vos projets architecturaux le fait de pouvoir collecter cette matière. Y a-t-il une autre question en rebond ou...
Est-ce que vous avez un volume du coup des chutes que vous sortez et qu'est-ce que vous en faites? C'est une très bonne question, effectivement. Alors c'est vrai que aujourd'hui, on assure à nos clients le fait qu'il y aura 0% de déchets sur une opération de revêtement de sol. Donc on récupère l'intégralité et lorsqu'on va faire la transformation, on va avoir 85% de la matière qui va être réemployable. C'est-à-dire que là, on a de la matière neuve, calibrée, référencée, qu'on peut ensuite réinjecter dans le processus. Donc les 15% restants, en fait, il y a une filière de revalorisation énergétique qui existe, qui fonctionne très très bien, qui s'appelle Optimum. Et donc là, en fait, ils en font du combustible pour tout ce qui est cimenterie, on va dire tout ce qui est hauts fourneaux de l'industrie. Donc on a vraiment 100% de la matière qui sera soit revalorisée énergétiquement ou soit revalorisée directement sur les opérations. Et on peut même aller un peu plus loin sur ce type de solution, c'est qu'on peut même réinjecter et prévoir en fait d'un point de vue économique, ça peut être intéressant aussi pour nos clients, c'est qu'on peut recalibrer, on va dire, le nombre de mètres carrés nécessaires sur une opération, on peut le réduire légèrement pour pouvoir profiter des chutes de pause et les réinjecter directement in situ sur l'opération. Et ça a des impacts aussi financiers, puisqu'on peut réduire, on va dire, le budget mètre carré de quelques pourcents. Donc, et plus on va maturer notre solution, plus je pense le coût au mètre carré sera de plus en plus intéressant. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ? Alors moi j'ai peut-être une réponse. On intervient partout en France aujourd'hui. Ouais, bonne réponse. Alors c'est vrai qu'on est francilien, mais en fait on est en train de lancer un plan de déploiement, puisqu'en fait en termes d'investissement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est extrêmement léger. Donc on va vraiment déployer des centres de collecte et de tri au niveau national pour qu'on puisse vraiment faire bénéficier nos clients de cette économie circulaire et de production locale. On n'en a pas parlé en interne. Comment c'est pris? Comment les collaborateurs le vivent? Est-ce qu'ils se projettent dans le projet? En fait, c'est ce projet. Alors pour tout vous dire, il y avait des ayatollahs de la moquette qui disaient c'est un projet qui fonctionnera jamais. Les petites lames, ça tient pas. La peau, c'est extrêmement long, etc. Donc on a vraiment les techniciens on a dû leur prouver par A plus B que ça fonctionnait de la même manière. Et puis après, il y avait surtout le côté beau qui était important. Et en fait, ça a emmené tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, on a emmené nos collaborateurs sur le fait qu'on était sur l'économie circulaire, qu'on était sur l'économie solidaire, puisqu'en fait, on utilise des personnes issues de l'insertion pour toute la partie tri et recalibrage. Et après, alors ça a toujours animé de Laval. On est considéré en Ile-de-France un peu comme le Hermès du bâtiment, et c'est ce qu'on voulait encore générer avec cette solution, c'est qu'on puisse arriver à faire du beau durable. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur un déchet, mais je veux bien avoir ce type de déchet chez moi dans ma maison. Et deuxième question, si je peux me permettre, vos clients sont plus sensibles au prix ou à l'écologie? Alors en fait là on a une chance, c'est qu'aujourd'hui nos clients cherchent à faire baisser leur empreinte carbone sur leurs opérations, donc ils sont prêts à payer pour ça. Donc effectivement, nous ce qu'on essaye de valoriser sur ce type de projet en récupération, c'est vraiment la main d'œuvre, c'est ce qui nous coûte le plus cher, c'est le temps homme qui est nécessaire pour collecter, trier, etc. Et donc en fait aujourd'hui on arrive à apporter une solution écologique, bas carbone, qu'on certifie et qui est au même prix aujourd'hui qu'un mètre carré de moquette neuf. Donc en termes d'addition pour le client, au final c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait s'il avait pris 10 000 mètres carrés de moquette neuve ou 9 000 mètres carrés et 1000 mètres carrés de loupe, pour lui en termes d'opération financière c'est la même chose. Merci Boris. On peut encore prendre une question ou deux éventuellement si on n'a pas tout couvert. Oui, simplement sur la logistique aujourd'hui, comment vous fonctionnez? Vous avez pu réussir à mettre ça en place avec votre propre structure, je dirais, quand vous livrez le matériel, ou est-ce que vous avez eu recours à des sociétés extérieures pour vous aider en support? Alors,
pour l'instant, vu qu'on est encore un peu petit, on gère tout en interne, mais on est en train de... Alors, on a travaillé sur d'autres sujets aussi. On a développé une application web qui est mise à disposition en fait de l'ensemble de nos clients, architectes, etc., qui peuvent en fait voir le stock que l'on a, qui peuvent s'amuser à faire des calpinages comme on avait pu voir tout à l'heure, donc des plans de pose, mixer les couleurs, les revêtements, etc. Donc ça, ils peuvent vraiment tout de suite s'amuser aujourd'hui en ligne avec cette solution. Et demain, là par exemple, on a un de nos clients sur Clermont qui nous a commandé en fait plusieurs habillages loop. Donc là, on va sous-traiter la pose puisqu'en fait, on n'est pas basé en fait sur la région de Clermont. Donc c'est le sous-traitant qui va travailler sur place. Et l'acheminement va se faire par un transporteur effectivement classique. Donc pour l'instant, on n'a pas encore cette corde à notre arc. Merci. Hop, ici. Une deuxième question, du coup vous êtes B2B, d'après ce que j'ai compris, est-ce qu'avec Loop vous pourriez être B2C? Alors, on pourrait l'envisager, il faut voir qu'en fait, la dalle un tapis Loop, comme vous pouvez le voir sur votre droite, c'est un tapis qui est constitué en fait de plusieurs lames. C'est-à-dire qu'en fait, tout est indépendant, donc on vient le coller. C'est pas quelque chose qu'on peut rouler facilement sous son lit, etc. Donc aujourd'hui, on est vraiment plutôt sur le B2B. On a beaucoup de clients qui nous demandent pour leurs besoins propres perso, parce que c'est vrai qu'il y a des habillages qui sont vraiment très sympas. Mais aujourd'hui, on est vraiment sur la partie B2B. Et on veut pouvoir aussi générer beaucoup de volume en activité. Et c'est via le B2B, malgré tout, qu'on aura des réponses. Merci. Est-ce qu'on a une dernière question? C'est votre dernier mot. Merci Boris, merci Aymeric pour votre intervention. Très riche. Et merci. Si vous souhaitez en savoir plus sur recrutement au service de la transition, carbone, modèle d'affaires et communication sur ces nouveaux enjeux, Imagreen est au bout du chemin en H4, H01 je crois. Ouais, c'est ça. Hall 4, H001. Merci. Merci Bonne journée. Beaucoup. Merci.